iedereen blijven entertainen. Goed, dus het tweede panel betreft een heel belangrijke discussie. Een discussie die we hebben willen organiseren omdat 6 november een overweldigend succes was. Een overweldigend succes qua opkomst, qua diversiteit. Evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Sociale bewegingen, sans-papiers, vrouwenbeweging, de traditionele bataljons van de vakbeweging, maar veel ruimer dan deze traditionele bataljons. Ook de gewone gesyndiceerden, de leden, de sympathisanten. Dus een betoging die we al jaren niet meer hebben gezien. Iets totaal anders dan de quota-betogingen die we gekend hebben in de voorgaande periode of onder de vorige regering. Een sociale beweging is rechtgestaan en wij hebben samen met Mouvement Gauche toen gezegd in navolging van die betoging van dit is de eerste bijeenkomst van de Volkskamer die altijd in de Volksstraat vergadert en betoogt en die in feite een andere boodschap laat weerklinken dan hetgeen we te horen krijgen in de media, bij monden van de politici, van de meeste partijen, ook van een aantal oppositiepartijen die zeggen dat misschien nu te veel wordt bespaard en dat het misschien aan een minder snelle vaart moet gebeuren, maar dat in feite de besparingen wel nodig zijn. Dat is nog altijd wel iets waar rond een zeker consensus bestaat. Terwijl wij, en de ervaring die ik persoonlijk heb opgedaan maandag in Antwerpen aan de stakerspiketten, terwijl wij eerder pleiten of wij eerder stellen dat besparingen net het probleem zijn en dus geen deel kunnen zijn van de oplossing. Wel, om er geen lang verhaal van te maken, we denken dat het belangrijk is dat de actoren die zijn rechtgestaan, die betoogd hebben, die hebben deelgenomen aan de stakingsacties van vorige maandag, van komende maandag en die erbij zullen zijn op 15 december, dat deze actoren eerst en vooral kennis maken, praten met elkaar. De betoging van 6 november hebben heel wat Franstaligen mij gevraagd, hart boven hart, wat is dat? Zeg wat, hart boven hart? En er zijn dus, de mensen maken kennis op zo'n betoging met andere actoren. Dus dit panel is eerst en vooral op die manier uitgedacht. Dus met sprekers van verschillende bewegingen. Ik ga ze even voorstellen. Helemaal rechts van mij zit Kobe Matthijs van het kunstenaarsplatform State of the Arts. Naast hem Yannick de Koster van het collectief Artikel 63 bis. Een collectief dat actief is tegen de jacht op de werklozen en het stigmatiseren van de leefloners, de werklozen. En we weten allemaal dat in januari er ineens een heel groot pak bij zullen komen, dankzij de maatregelen van de vorige regering. Naast mij zit Jean-François Tamilini, jullie wel bekend, denk ik. Hij is federaal secretaris van het ABVV en was voordien verantwoordelijke nationaal secretaris voor de Metaalbond in Wallonië, Brussel. Naast mij, linkerzijde, zit Ferre Wijkmans. Ferre Wijkmans is nationaal secretaris of nationaal voorzitter. Algemeen secretaris, dat is juist een titel. Van de LBC, dus van de Landelijke Bedienerscentrale, equivalent van de CNE langs de Franstalige kant. En naast hem zit Angela van de Wiel, die ook een staat van dienst heeft in de strijd met en voor de sans-papiers, maar die hier vandaag, zoals al spreken, namens of vanuit haar engagement bij Hart boven Hart, dus een breed platform dat zich heeft gestructureerd begin september in Vlaanderen, en daarnaast ook initiatieven en acties onderneemt in Brussel met Solidarity, samenlevingsopbouw en lokale comité's. Ik zou dus eerst voor een eerste ronde, toch een redelijk wat sprekers, het woord willen geven voor een 7 à 8 minuten aan elk van de sprekers. Dan een eerste woordenwissel, een eerste discussie te hebben met de tussenkomsten van de deelnemers, van jullie. En we zouden willen afsluiten om 5:15 met misschien een aantal concrete afspraken, dat zien we wel weer. Maar vandaag waar we voor staan is uiteraard het welslagen van de acties, maar natuurlijk ook wat hangt er in de lucht.
wat is de inzet van de acties die zich ontplooien en wat is de horizon of de doelstelling die jullie nastreven via jullie deelname aan het sociaal protest, aan het sociaal verzet. Ik geef eerst het woord aan Jean-François. Je pense qu'ici, les politiques austéritaires, et donc on a eu des discussions intéressantes préalablement sur le TSCG, sur le contexte international qui fait qu'on se retrouve dans des situations qui sont socio-économiquement dramatiques. Donc voilà, cette vision austéritaire, cette chape de plomb qui s'impose à nous, qu'on nous impose, qu'on voudrait nous imposer, fait que je pense on a le devoir de discuter entre nous, de trouver les voies possibles pour s'opposer à ça et pour proposer autre chose. Alors, tu l'as dit Stéphane, dans la manif du 6, effectivement, on n'avait plus vu ça depuis très longtemps, et dans la composition, c'était très très large, et nous syndicalement, on a vu que voilà, il y avait énormément de femmes, effectivement les sans-papiers étaient là, les jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs plus âgés aussi, des pensionnés. Et donc on a vu que, et indépendamment des communautés, on a vu qu'il y a vraiment un mouvement, une lame de fond qui est en train de se mettre en place, un mouvement de colère et une volonté de trouver d'autres formules que celles qui nous sont proposées, qui ont été proposées par le gouvernement précédent et ceux qui nous ont précédés également, et avec un gouvernement ici qui veut vraiment mettre décapiter l'ensemble des composants de la société. Les syndicats sont fortement attaqués. Vous en êtes conscient, on en a parlé déjà cet après-midi, pardon. Mais il y a aussi une campagne de dénigrement qui est lancée. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, quand on est sorti au niveau des syndicats sur la réforme des pensions, donc quand on a dit ce qu'on pensait de la réforme des pensions, on nous a traités de talibans, en disant que, en l'occurrence la FGTB, empêchait les intellectuels de penser l'avenir de la société, donc c'était les talibans qui empêchaient ces intellectuels de penser l'avenir de la société. Donc évidemment on a demandé un droit de réponse qu'on n'a pas eu. Mais ce qui est paradoxal, c'est de voir qu'on est quasiment nous traité de réactionnaires par un gouvernement au sein duquel les plus violents sont nostalgiques de la fin des années 30 et de cette vague brune qui nous a amenés dans des guerres atroces, et pour le reste du gouvernement, nostalgique des années Thatcher-Reagan, ici Martin Sgol pour parler de choses plus proches. Mais donc, on se fait insulter de réactionnaire par un gouvernement qui est un des plus réactionnaires qu'on a eu depuis très longtemps et qui véritablement veut casser tous les acquis des travailleurs. Puis qui dit, non, c'est pas 250, c'est 125 € parce qu'on a revu nos chiffres. Donc déjà là, il y a un petit problème, je pense, de maîtrise des budgets. Et quand vous regardez le prix à payer, le saut d'index, 20 000 € par travailleur sur l'ensemble d'une carrière. Donc de 125 € fiscalement, encore pour décourager ceux qui ne payent pas d'impôts, on regarde le prix à payer, 20 000 € sur un saut d'index, la hausse des accises, la TVA, donc l'impôt le plus injuste évidemment, on paye la même chose quel que soit le niveau de revenu qu'on a, blocage des salaires 2015-2016, modification de la loi 96 sur les salaires avec la révision des barèmes de l'ancienneté, donc ce sont des barèmes liés à la productivité maintenant, plus des barèmes liés à l'ancienneté, la flexibilisation encore à outrance des conditions de travail, que ce soit les contrats, que ce soit les horaires, que ce soit le travail de nuit et compagnie. La loi Renault, que nous on appelle maintenant la loi Dacia, parce que déjà la loi Renault n'était pas terrible en cas de restructuration, il la casse et il coupe unilatéralement la première phase où on était en droit de recevoir des infos. Enfin, les dockers, un petit mot sur les dockers, parce qu'on a beaucoup parlé des violences le 6 novembre. La violence, elle est libérale, la violence, elle est patronale, en voulant casser tous les acquis. Les dockers, on leur supprime leur statut, on veut supprimer la loi Major, le statut des dockers, et donc effectivement il y a des réactions. Et on isole quelques éléments comme ça, avec en plus, on peut en parler, les fascistes qui sont venus intégrer la manif, et on nous dit qu'il y a une révolte populaire. Donc les salariés se font complètement laminer, et le prix à payer est énorme. 125 € d'un côté, fiscalement avec l'impact sur les services publics, et des dizaines de milliers d'euros, plus des conditions de travail qui sont vraiment détériorées. Les fonctionnaires, même chose, les fonctionnaires sont ceux qui payent le plus cher prix sur les pensions, surtout le statut des fonctionnaires, avec notamment sur la fonction publique, les services publics, notre premier pouvoir d'achat,
qui est complètement laminé par les mesures du gouvernement. Les femmes qui sont totalement, mais totalement mises encore plus en difficulté. J'entendais le professeur qui parlait des retraités français, qui sont apparemment bien logés. En Belgique, on a les pensions les plus basses d'Europe, juste avant l'Irlande, parce qu'on a 45 années de travail pour avoir une pension complète. La France vient de passer à 43 ans, 41,5 à 43, on a 45, et on veut encore accélérer et augmenter l'âge légal de la pension. Les femmes, avec la suppression de l'AGR, l'allocation de garantie, femmes qui sont majoritairement contraintes à faire des temps partiels forcés, font que dans toutes les mesures gouvernementales qui sont sur la table, elles se font encore sanctionner. Pensionnées, actives, temps partiel, le taux de pauvreté va encore augmenter au niveau des femmes. Les jeunes, vouloir encore allonger la durée du travail. On a 650 000 chômeurs et énormément de jeunes, c'est qu'il y a encore un nouveau frein pour l'entrée sur le marché. Allocataires sociaux sont complètement la tête sous l'eau. Donc les invalides, on l'a cité, après 3 mois d'invalidité, vous êtes réactivé. Donc il faut objectiver des maladies, quasiment un cancer généralisé pour ne pas devoir reprendre le boulot, parce que les maladies liées au stress, on ne sait pas objectiver, les maladies liées au dos, on ne sait pas objectiver. Après 3 mois, vous êtes réactivé, alors qu'il n'y a pas d'emploi disponible. Les chômeurs sont évidemment, on en remet une couche, mais le gouvernement précédent avait déjà bien enfoncé la lame. Et donc voilà, les 2 demi-jours de mise à disposition, c'est de l'esclavagisme, c'est de la main-d'œuvre bon marché, pour faire pression évidemment sur les salariés. Toutes les mesures sur les pensions, sur les assimilations, vont encore accentuer le problème des chômeurs. Les pensionnés, je l'ai dit, sont vraiment les pensionnés actuels. On va réduire leurs pensions, et les futurs pensionnés avec ce système à points, c'est un changement idéologique dont le gouvernement ne parle pas beaucoup. La mesure phare, c'est les 67 ans. Mais soyez bien convaincus que c'est le système à points qui est, où le gouvernement veut que le pensionné soit une variable d'ajustement, qui est véritablement l'enjeu. Grâce à ça, comme en Suède, eh bien, la valeur du point sera modifiée, corrigée, en fonction de la situation budgétaire du pays. La Belgique est à 106% de la dette publique, mais pour atteindre les 60%, le gouvernement va pouvoir diminuer la valeur du point. Et donc le pensionné, la variable d'ajustement que ce gouvernement veut prendre, totalement imbuvable et intenable socialement. Les migrants, un mot sur les migrants. Donc, les migrants, je suis pour savoir qu'il y a aussi dans le panel quelqu'un qui suit les migrants, mais ce gouvernement veut encore accentuer la différence, le fait qu'on éjecte les migrants et qu'on considère, qu'on stigmatise que ce sont les migrants qui créent les problèmes en Belgique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Renvoyer les migrants dans leur pays, il y a 3 500 € de PIB par personne qui s'en va avec eux. Et donc les migrants rapportent plus que ce qu'ils ne coûtent à la société. Et donc on est dans la stigmatisation, dans des mouvements idéologiques et dogmatiques qui sont abominables. Alors voilà, ça c'est la raison pour laquelle on a vraiment une émulation. On sent vraiment, voilà, au niveau syndical, nous sentons que nous sommes même dépassés. Et tant mieux, nous sommes dépassés pour la base. Elle nous met la pression et on doit augmenter. D'où ce plan d'action qui est parti le 6, en front commun, on doit garder le front commun, on doit élargir au-delà de nos rangs. On a réussi la grève du 24, on réussira la grève de lundi, on réussira encore celle du 8, et j'espère vraiment le 15 qu'on mette le paquet. Et après le 15, parce qu'on a 4 balises très claires, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des objectifs aussi clairs dans un mouvement d'action. C'était ça qu'on demandait, hein. Objectif clair, 4 balises, pouvoir d'achat, donc pas de saut d'index et liberté de négociation, les services publics et la sécurité sociale, tout ce qui est fin de carrière et pension, imbuvable, et une autre fiscalité pour un plan de relance, qui soit vraiment pour les travailleurs, pour l'environnement et qui corresponde à nos demandes. Ces 4 balises sont là, on garde le front commun, on doit aller au-delà. Mais cette nécessité de parler ensemble, et j'en conclus, c'est on doit sortir des rangs syndicaux, on doit réussir les plans d'action, on doit rester sur les objectifs pour mettre en difficulté, faire reculer ce gouvernement. J'ose le dire, certains de nos choix, mais il faut faire sauter ce gouvernement. Le faire reculer sur les 4 balises, c'est ça. Hein. Ils ne reculeront jamais, d'un point de vue dogmatique, tels qu'ils sont engoncés, ils ne reculeront jamais. On doit faire sauter ce gouvernement. Et ensuite discuter entre nous, partis progressistes, associations, environnement, migrants, pour définir le programme de société qui empêchera qu'on remette le pied à l'étrier de partis qui voudraient nous refaire la même chose. On doit définir ensemble le programme. Syndicats, associatifs,
art boven art, ce qui est en train de se constituer du côté francophone, créer les bases fédérales pour définir ensemble le programme de société, pour mettre la pression maximale et ensuite faire ce qu'on a à faire d'un point de vue citoyen. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ik ga pogen niet te herhalen wat de inhoudelijke bekommenissen en vaststellingen zijn die wij gezamenlijk maken en die Jean-François uiteraard heeft toegelicht. Ik wil eerst even iets vroeger beginnen dan het federale beleid en toch even stilstaan bij datgene wat er zich in Vlaanderen voordoet. De Vlaamse regering, die gecreëerd is voor de federale regering, wat overigens een heel bewuste keuze was, van diegenen die die regering gevormd hebben. Die Vlaamse regering had voldoende met de N-VA en de CD&V. Had een meerderheid die ruim voldoende was. De consequentie daarvan liet zich uiteraard voelen op het moment dat de federale regering moest samengesteld worden, want dat was ook het breekijzer dat de Open VLD gebruikte. Zij stapten niet in de federale regering indien zij ook niet in de Vlaamse regering zaten. Die Vlaamse regering heeft op dit moment een meerderheid van op 124 zetels 89 zetels. Dat wil dus eigenlijk zeggen, als je dat in partijen of in parlementaire termen stelt, dat de politieke oppositie zeg maar eigenlijk onbestaande is. Ik heb het over de kwaliteit. Ik doe geen uitspraak over de kwantiteit. Sorry. Fout. Herhaling. Ik heb het over de kwantiteit, niet over de kwaliteit. Kwantitatief bestaat de oppositie in de Vlaamse regering niet. Die heeft dus het restant van 29 op 124 zetels. En die politieke oppositie roert dus ook op federaal niveau tegen een regering aan die zo mogelijk nog forser is. Want ik moet eerlijk zeggen, hart boven hart, maar daar zou Angela straks over hebben, is ontstaan in de allereerste instantie uit de onvoorstelbare ergernis die er naar boven kwam van datgene wat toen op Vlaams niveau bekend werd gemaakt als regeringsbeleid. En de inschatting, ik herinner me de vergaderingen daaromtrent, was perfect te maken. Wij vrezen dat het federaal minstens even erg wordt, zo niet erger. Dat is ondertussen spijtig genoeg bewaarheid. En dan zitten we op Vlaams niveau. Op Vlaams niveau heb je een regering die diezelfde meerderheid heeft die ze in Vlaanderen heeft, aangevuld met een francofone minderheid. MR betekent, als ik het goed heb, wel 25% of iets minder van datgene wat de Franstalige kiezer heeft. Ik wil nog even op wijzen dat in de vorige regering, waar de N-VA niet in zat, en waar er langs de Franstalige kant op federaal niveau een meerderheid was en een minderheid op Vlaams niveau, dat uitgerekend de N-VA daar alle duivels heeft rond losgeroepen, dat dit antidemocratisch was, dat dat geen respect was voor de burger enzovoorts. Op het moment dat zij aan de macht komen, is de invulling van wat democratie is iets totaal anders. Ik ga daar straks nog heel even iets over zeggen. De invulling van het principe democratie, visie N-VA. Visie de Wever. Maar dus op federaal niveau is er dan die regering gekomen. Besparingen op de openbare diensten, zowel wat het personeel betreft als wat de werkingsmiddelen. De ingrepen op de sociale zekerheid, Jean-François heeft er uitgebreid op gewezen. Ik wil toch ook nog een keer duidelijk maken dat ook op de lonen buiten de barema's en de indexsprong er ook nog een forse ingreep is. En dat is een ingreep die niet alleen tot bedoeling heeft om zogenaamde competitiviteit van onze ondernemingen te herstellen, maar die heeft de impliciete en expliciete bedoeling de macht van de vakbonden onderuit halen. Vakbonden, overigens is die lijn al gezet door de vorige regering, maar de vakbonden krijgen het wettelijk verbod om loonsonderhandelingen te voeren. Dat is in tegenstrijd tegen elke bepaling op Europees niveau, dat is in tegenstrijd tot elke bepaling op het niveau van de Internationale Arbeidsorganisatie, maar je moet dat een keer inbeelden, in een beschaafd land, of laten we daarvan uitgaan dat we in een beschaafd land wonen, zegt de wet dat het vakbonden onmogelijk is om met werkgevers nieuwe loonafspraken te maken.
En nogmaals, de impact daarvan is dubbel. Die gaat zogenaamd over de besparingen en het realiseren van de competitiviteit, maar die is absoluut ingegeven, dat staat met zoveel woorden in het programma van de NVA en tussen de lijnen door in het programma van Open VLD, dat de macht van de vakbonden moet worden ingeperkt. En van het Vlaams Blok. Ja, ik bedoel, ik heb het nu over diegenen die aan de macht zijn, die het beleid uitvoeren. Dus dat is een uitdaging zoals we die eigenlijk, als je het allemaal bijeentelt, die we sinds lang eigenlijk nog nooit op die manier zo cumulatief hebben gezien. Dat betekent dat inderdaad, dat is één kant van het verhaal. De tweede kant van het verhaal is, Jean-François heeft er ook op gewezen, dit zijn maatregelen die zich enkel richten op mensen die hun inkomen uit arbeid halen of sociaal uitkeringstrekkers. En dat is het tweede, al is het essentiële van het hele verhaal, dat je met een gigantisch onevenwicht zit in maatregelen die genomen worden. Als je dat in cijfers uitdrukt, blijkt dat binnen de kortste keren. En over elk van de deelmaatregelen blijkt dat ook. Vermogenden worden ongemoeid gelaten. Vrije beroepen worden ongemoeid gelaten. Vennootschappen worden ongemoeid gelaten als ze al niet extra beloond worden. Managementsvennootschappen ongemoeid gelaten, je vindt er geen woord van terug in de regeringsverklaring. Verhuurders ongemoeid gelaten. Met andere woorden, al diegenen die een inkomen, groot of volledig, klein of groot, halen uit andere activiteiten dan arbeid, worden ongemoeid gelaten. En men had dan in het regeerakkoord, heeft men dan nog verwezen naar de Cayman-tax, overigens was dat al beslist door de vorige regering. De bankentax, daarvan hebben we deze week begrepen dat dat juridisch, technisch heel moeilijk is. Dat is weg. De bankentax is weg. Zogenaamd uitgesteld, maar read my lips, die komt er niet. De fiscale fraude gaat aangepakt worden en daarvoor schat men ongeveer een 125 miljoen euro in te halen op een periode van 4 jaar. Voor de sociale fraude rekent men het dubbele en het budget daarvan zal gehaald worden al de eerste 2 jaar. Dat zijn de keuzes die dus deze regering maakt. Het onevenwicht kan eigenlijk niet groter. Wat hebben we inderdaad ondertussen ontwikkeld? Voor 6 november is er in Vlaanderen al een stuk activiteit geweest, op 22 september. Hart boven hart, maar dat zal Angela straks uiteraard, zowel bij het ontstaan als bij het vervolg denk ik kunnen stilstaan. Op 23 september hebben we de eerste militante concentratie gehad met de 3 vakbonden. Op minder dan een week tijd is daaromtrent gemobiliseerd en we hebben bewijzen aan spreken om op een bepaald moment moeten zeggen we houden ons een beetje in wat de mobilisatie betreft, want we willen vooral richting een grote manifestatie 6 november. We hebben dan deze week 24 november gehad, 24 november, de maandag daarop en dan 15 december zou het voorlopige hoofdpunt moeten zijn. Ik wil nog een paar zaken zeggen over dat overleg. Want deze regering die pretendeert dan altijd dat zij, dat hebben ze trouwens de eerste keer maar effectief gedaan, de avond of de late namiddag van de manifestatie van 6 november, een uitgestoken hand te hebben wat het overleg betreft. Nu die uitgestoken hand die blijkt zo leeg te zijn als wat, of het is geen uitgestoken hand, het is eigenlijk een vuist. Ik verwijs naar het interview dat in de, ik neem aan dat in de Franstalige pers gelijkaardige interviews zijn verschenen met premier Michel, maar 14 dagen geleden het interview dat in de Morgen stond, 2 pagina's lang. En de eindconclusie, of de laatste zin, of het laatste antwoord dat Michel geeft op vraag van de journalisten is omtrent dat sociaal overleg, waarvan Michel dan zegt, ja maar ja, natuurlijk zijn wij voorstander van sociaal overleg. Wij zouden hier liever willen dan, en ik citeer niet uit mijn hoofd, maar ik zal er maar 2 woorden naast zijn, denk ik, maar dat zal dan de volgorde van de woorden zijn. Ik wil graag aan de vakbonden duidelijk maken en uitleggen waarom de maatregelen die wij nemen en die moeten genomen worden,
de juiste zijn. Nu, dat is geen overleg, dat is een lesgeven. Dat heeft ook een indicatieve waarde natuurlijk, maar dat is geen overleg. En dat wordt nog forser gezegd door Bart de Wever. Bart de Wever zegt, er is geen alternatief. Noteer, dat is iets anders dan, wij hebben een keuze en de vakbonden of andere organisaties hebben een andere keuze en het is een discussie tussen 2, 3, 4 of 5 alternatieven. De Wever verabsoluteert zijn absolute gelijk. Er is geen alternatief. En natuurlijk is dat alternatief wel de 4 kapstokken waar Jean-François naar verwezen heeft, bewijzen dat. Laatste puntje dat ik nog even onder de aandacht wil brengen. Ik denk dat er inderdaad ik ben er absoluut van overtuigd. Daar is daar één lijn die dat ganse federale beleid op dit moment bepaalt. Dat is een ideologisch discours. Op zich is daar ook niks fout mee. Maar het is een totaal ideologisch blind discours dat gebaseerd is op al wat voordien in niet-aanwezigheid van de N-VA is beslist, is absoluut fout. Wie het ook wezen. Dat wordt dan onder de kapstok van de socialisten opgehangen. Maar al wat er beslist is geworden ooit over maatregelen zonder ons, zijn foute maatregelen. En het voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld het Zilverfonds. Je kan voor of tegen het Zilverfonds zijn. Het Zilverfonds blijft een wat eigenaardige constructie. Het Zilverfonds had de bedoeling om financiële middelen opzij te zetten om de vergrijzing te betalen. De financiering van dat Zilverfonds was overigens een wat eigenaardig mechanisme, want er kwam maar geld in dat Zilverfonds op het moment dat er overschotten waren op de sociale zekerheid. Er is minstens een onzekere financieringsbasis. Wat zegt men nu? Nou, we gaan toch geen pensioenfinanciering laten afhangen van het feit of er ja dan nee overschotten zijn op de sociale zekerheid. Dat noemt men dan nu een niet verstandige keuze. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is het pensioensysteem dat deze regering niet ontwikkelt, met een puntensysteem, waarvan het puntensysteem zo geformuleerd is, dat de hoogte van de pensioenen jaar per jaar zullen bekeken worden. Niet of er overschotten komen in het Zilverfonds, maar er is geen enkele gepensioneerde die nog zal kunnen bepalen wat zijn of haar pensioen op dat moment zal zijn, op het moment dat hij of zij intreedt in het pensioen, omdat de hoogte van de pensioen zal afhangen van het feit of er ja dan nee op dat moment voldoende middelen zijn. Met andere woorden, een collectief systeem als het Zilverfonds, waarover wel wat zaken te zeggen zijn wat onzekerheid betreft, wordt ingeruild voor een individueel, nog onzekerder systeem. En dat is een pure ideologische keuze. Wat vroeger was, schaffen we af, we individualiseren alles wat er onze dienst zou moeten geïnstalleerd worden. Ik ga tot daar laten vertellen. Alors je vais rapidement juste préciser, c'est le réseau Stop Article 63 paragraphe 2, donc c'est pas une organisation, c'est pas un parti, ce qui fait que par exemple ici, Claire, Étienne et moi-même, nous participons au réseau à Bruxelles, mais nous n'en sommes pas ni les représentants ni les porte-parole. Donc ce que je vais faire là, c'est vous dire ce qu'est le réseau, comment il s'est mis en place, quels sont voilà, ce qu'il est possible de dire du réseau, c'est-à-dire sa position, sa stratégie. Donc il est né à Liège, en opposition au fameux article 63 paragraphe 2. Alors cet article, qu'est-ce qu'il fait? Il limite dans le temps les allocations d'insertion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans les grandes lignes, il limite à 3 ans. Pour la plupart des personnes, à partir de l'âge de 30 ans, donc ce qui ramène l'exclusion à 33 ans, sauf pour ce qu'on appelle les cohabitants non privilégiés, c'est des personnes qui habitent avec une personne qui n'a pas un salaire de remplacement. Mais sinon, les 3 autres catégories de personnes, c'est au moins à partir de 33 ans, donc ce n'est pas le chômage des jeunes. C'est aussi qu'une personne de 50 ans, qui aurait travaillé à mi-temps toute sa vie, n'a jamais ouvert ses droits autres qu'aux allocations d'insertion. Il y a des personnes de 50 ans qui, le 1er janvier, n'auront plus droit à rien. Donc, quand on dit plus droit à rien, c'est parce que voilà, on estime qu'approximativement 50% de ces personnes n'auront pas droit à un revenu du CPS. Parmi ces personnes, il y a 70% de femmes qui sont concernées.
avec les conséquences qu'on sait. On a appelé ça donc le chômage des jeunes pour dédramatiser, parce que finalement les jeunes, on aimerait quand même bien les mettre un peu au boulot, mais en fait, voilà, c'est pas du tout le cas. Alors on sait que le gain financier est anecdotique, mais moi je ne pense pas qu'il y a à essayer voilà, d'argumenter sur les économies qui sont faites, parce que dans toutes ces mesures, ce ne sont pas des questions économiques, ce sont des questions politiques. On le sait très bien. Notre combat, il est aussi tenu et polarisé par le délai, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, dans un mois, les chiffres varient, mais c'est entre 20 pour certains, 50 000 pour d'autres personnes seront exclues du chômage, et ensuite, chaque mois, de nouvelles personnes qui atteignent les 3 ans ou qui atteignent les 33 ans. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Le réseau a jusqu'ici obtenu le soutien de plus de 77 organisations, assez hétérogènes, hein, des syndicats, des partis, des associations culturelles. Et aussi parce que si nous nous focalisons sur cet article-là, nous savons très bien que les conséquences de ces exclusions concernent énormément de personnes, et les travailleurs aussi, comme il était question, l'armée de réserve, on sait bien qu'ensuite ça permet une pression sur les conditions de travail, et ainsi de suite. Voilà, comme toujours, je ne vous apprends rien. Le réseau, donc, dans son appel, que je vous invite à aller lire, je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais donc, il exige l'abrogation de l'article, qui est en fait un arrêté royal. Donc techniquement, c'est le ministère de l'Emploi qui décide, mais qui ne décide pas seul, c'est lui qui a le pouvoir de l'abroger, ça doit passer par le Parlement. Nous exigeons donc de revenir sur toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre du système de protection sociale et la fin du harcèlement sous toutes ses formes envers les chômeurs. Pendant toute la première phase en fait, du réseau, une des stratégies, ça a été de faire connaître le réseau, d'essayer de trouver des soutiens aussi larges, aussi divers que possible. Et il y a eu une action le 14 novembre qui a été d'aller au ministère de l'Emploi pour remettre l'appel du réseau au ministre. Nous n'avons pas pu le rencontrer lui, il y a eu quelqu'un qui est venu le représenter à sa place. Nous n'avions rien à lui dire, nous voulions juste à lui demander ou à discuter avec lui, nous voulions juste lui dire voilà, nous exigeons l'abrogation, il y a énormément d'associations qui nous soutiennent et c'est techniquement en votre pouvoir. C'est aussi l'occasion de se retrouver et ensuite il y a eu une assemblée populaire et assez joyeuse et enthousiaste pour discuter autour de ça. Maintenant, après ça, la question pour nous se pose de quelle est la stratégie à mener. Et en tout cas, une partie de nos forces passera dans la discussion et je dirais l'insistance auprès des syndicats pour qu'il y ait une 5e balise. Et que cette 5e balise soit l'abrogation de cet article. Il nous semble que voilà, la question de la sécurité sociale a été un peu laissée de côté dans ces balises-là. Et nous aimerions vraiment bien, nous en appelons aux syndicats pour se rendre compte à quel point cet article-là, cette mesure-là, aura des répercussions très très larges et qu'elle est suffisamment précise comme exigence pour pouvoir, nous pensons, l'ajouter dans les revendications. Alors pour ce qui est du combat des alliances et des complicités que nous pouvons tisser ensemble, je pense que moi et la plupart d'entre nous ici à Bruxelles, nous retrouvons un peu le cul entre deux chaises. Je vais vous lire un petit passage ici que m'inspire en fait le combat au sein du réseau. Pour certains, une des critiques, c'est qu'il s'en tient à cet article-là, c'est quand même, ça concerne peu de personnes, alors que le combat est plus vaste et tout, ce que je concède volontiers. Et je lis rapidement ici un passage à propos de la lutte contre la lutte notable, c'est la lutte contre le TGV Lyon-Turin qui traverse une vallée, le Val de Suse en Italie. Dans une de leurs brochures, les opposants à la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin écrivent « Que signifie être notable? C'est partir d'un énoncé simple, le train à grande vitesse ne passera jamais par le Val de Suse, et organiser sa vie pour faire en sorte que cet énoncé se vérifie. Nombreux sont ceux qui se sont rencontrés autour de cette certitude au cours des 20 dernières années. À partir de ce point très particulier, sur lequel il n'est pas question de céder, le monde entier se reconfigure.
La lutte dans le Val de Souza concerne le monde entier, non parce qu'elle défend le bien commun en général, mais parce qu'en son sein est pensée en commun une certaine idée de ce qui est bien. Celle-ci s'affronte à d'autres conceptions, se défend contre ceux qui veulent l'anéantir et se lie à ceux qui se trouvent en affinité avec elle. Là, c'est une lutte qui date de 20 ans. Il y a des personnes d'origine très très variées qui luttent ensemble là. C'est assez inouï en fait de voir les sensibilités, la diversité des sensibilités qui se retrouvent sur cette évidence, le train ne passera pas. Ici, plus modestement, à notre échelle, je dirais que le réseau il part de là. Cet article ne passera pas, nous allons l'abroger et tout s'organise autour de ça. Ça ne définit pas l'ensemble de nos vies, loin de là, mais ça permet les alliances, les connivences depuis cette affirmation. Le problème, c'est que nous savons bien que nous ne gagnerons jamais seuls, que les mesures du gouvernement présent, de celui d'avant et celles qui sont prises depuis plusieurs décennies concernent énormément de personnes à plein d'endroits différents et que c'est à ça que nous appelons maintenant, à cette alliance-là. Notre problème, c'est que nous savons que d'un côté, la chute du gouvernement en soi ne réglera pas, n'entraînera pas l'abrogation de cet article, et d'un autre côté, au niveau personnel, c'est ce que nous souhaitons le plus chèrement pour le moment. Et moi, je crois en fait que une situation comme ça devrait se présenter à nous, la possibilité de faire chuter ce gouvernement, l'ouverture existentielle, politique, stratégique que ça permettrait, en fait, nous donnerait la force d'exiger bien plus que simplement l'abrogation de cet article. Et c'est là que moi j'en appelle à nous retrouver, et non pas sur une plateforme commune, sur un programme commun ou sous une bannière commune, mais sous une détermination commune, chacune de là où nous sommes, depuis notre volonté, depuis notre combat, à nous dire qu'il est possible aujourd'hui, mais à force de le vouloir, d'en être déterminé, de faire tomber ce gouvernement-là. Et ce qui viendra après, en effet, je crois que tout reste à construire, et c'est ça qui... C'est cette perspective passionnante-là die s'ouvre à nous, c'est ce métier. Voilà, je vous remercie. Dus een aantal mensen die echt heel verontwaardigd waren over hetgeen dat die nieuwe Vlaamse regering allemaal van plan was, hebben gezegd, kom, we moeten daar iets tegen doen. We nodigen zo breed mogelijk uit en we proberen samen te gaan zitten met iedereen die ook verontrust is en die zich wil verzetten tegen die plannen van de Vlaamse regering. Dan zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in Antwerpen bij de scouts en de gidsen, waarop daar veel volk afkwam. Die eerste paar bijeenkomsten, een 50, 60-tal mensen, uit heel erg diverse hoek. Dat waren individuen, verontruste burgers, dat waren organisaties, mensen van de vakbonden, mensen uit welzijn, kunst en cultuur, uiteraard omdat die ook heel sterk geviseerd werden door de Vlaamse regering. Maar dat was eigenlijk van in het begin een heel kleurrijke groep. En al snel kwam dan het plan van oké, we moeten op een of andere manier reageren tegen die plannen die voorliggen. En een eerste concrete actie, Ferren heeft er al naar verwezen, was we moeten reageren op de Vlaamse regeerverklaring. En er is dan een alternatieve septemberverklaring opgesteld binnen dat platform. De voornaamste boodschap van die alternatieve septemberverklaring was eigenlijk een verzet tegen de besparingspolitiek die de Vlaamse regering voorstond. De boodschap was, die besparingen die treffen vooral de gewone burger, het gemiddelde gezin, mensen die het al moeilijk hebben, maar de sterkste schouders die blijven eigenlijk volledig buiten schot. En wij verzetten ons tegen dat soort politiek. Wij staan een ander maatschappijmodel voor en dat is ook wel iets heel belangrijk, denk ik, dat er in de beweging Hart boven Hart zit. We willen niet enkel reageren tegen de besparingen die voorliggen, maar er is ook meteen een heel grote wil om daar een alternatief tegenover te zetten. Om te zeggen, wij staan voor een warme samenleving, een samenleving die investeert in mensen, die investeert
in onderwijs, in cultuur, in publieke dienstverlening. En die de lasten verdeelt en die zorgt dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen. Dat was inhoudelijk waar dat we voor wilden gaan. Dus die tekst is opgesteld, dat ging eigenlijk ook vrij vlot. Dat vond ik toch frappant, omdat we daar met een heel uiteenlopende groep zaten, heel verschillende sectoren die elkaar anders nauwelijks ontmoeten. Maar toch ging het heel vlot om samen tot een gezamenlijke tekst te komen en samen te bepalen waar dat wij voor willen gaan. Die tekst die is dan gepubliceerd en we hebben die opengesteld ter ondertekening voor organisaties en voor individuen. En op heel korte termijn waren er meer dan 1000 organisaties die tekst hebben ondertekend, meer dan 15.000 individuen. Dus we hebben eigenlijk heel snel een heel breed draagvlak kunnen opbouwen. En we zijn die tekst dan op 22 september gaan overhandigen aan minister-president Geert Bourgeois, op het moment dat de Vlaamse regering haar eigen septemberverklaring voorstelde, hebben wij de alternatieve septemberverklaring overhandigd. En dat was dus zo'n beetje het startschot van de beweging. En ja, misschien over hoe die beweging nu groeit en gestructureerd is. Het is een beetje een zoektocht, het is ook een nieuw iets. De kern van die beweging bestaat eigenlijk uit een platform, de platformvergaderingen, waarop dat dus iedereen en alle organisaties die ondertekend hebben uitgenodigd zijn, maar ook die individuen die een heel belangrijke rol spelen als trekkers van de beweging. En dat is een beetje het parlement van de beweging. Dus we proberen ook zo basisdemocratisch mogelijk te werken. Dus beslissingen worden genomen op dat brede platform. Er zijn intussen wel een aantal werkgroepen opgericht, omdat er staat natuurlijk heel veel te doen. Dus we hebben een actieteam opgericht, een communicatieteam. Er is een stuurgroep opgericht die het dagelijks bestuur van die beweging overschouwt. Maar dat is de manier van werken. Op het moment dat er dan een mobilisatie was van de vakbonden, is ook vrij snel beslist binnen het platform Hart boven Hart dat we niet aan de kant konden blijven staan. De vakbonden zijn ook sterk vertegenwoordigd binnen het platform, uiteraard. Maar we zagen ook meteen dat de dynamiek die er in zo'n burgerbeweging is misschien niet het juiste woord, is een beweging van burgers en middenveld. Dat heeft een heel eigen dynamiek die niet helemaal gelijk loopt met die van de vakbond. Dus we zochten ook eigenlijk naar een manier om mekaars acties te versterken en toch die eigen dynamiek te bewaren. We hebben dan ook beslist om mee op te roepen voor 6 november, voor de grote manifestatie. En ik denk ook wel met succes. Wat opviel toch op 6 november is dat dat het een heel veelkleurige manifestatie was. Maar wat wij ook heel sterk hebben gemerkt is dat er heel veel niet gesyndiceerden mee zijn komen betogen. Mensen die normaal eigenlijk nooit op straat komen. Dus ik denk dat dat toch wel een belangrijke versterking is van mekaars acties. En we zijn eigenlijk op dat elan ook wat blijven voortwerken nu dat de stakingsdagen bezig zijn. De 24e, op de stakingsdag in Antwerpen bijvoorbeeld, is er vanuit het platform Hart boven Hart een fietstocht georganiseerd langs de stakingspiketten. Waarbij dat de bedoeling aanvankelijk was om 250 man op de been te brengen om de fietstocht te doen, langs de stakingspiketten te praten met mensen, wat meteen ook voor heel wat mensen een eerste kennismaking is met dat soort acties, met vakbondsacties en waarom staken mensen. Tot onze verbazing kwamen daar zo'n 600-700 fietsers op af, dus dat was op heel korte tijd gemobiliseerd, maar dat was wel een heel groot succes. En nu voor de volgende stakingsdagen duikt er dus ook op heel wat plekken in Vlaanderen datzelfde idee op. Dus
Nu maandag gaat er bijvoorbeeld in Oostende een fietstocht langs de stakingspiketten plaatsvinden. In Brussel gaat dat ook gebeuren, in Gent gaat dat ook gebeuren. Dus de inzet van hart boven hart binnen die vakbondsacties is goed op gang gekomen. Ik denk wat dat er nu een beetje, de beweging is nu een aantal maanden bezig en we willen ook toewerken naar een grotere mobilisatie. Het idee is om op zondag 29 maart een grote nationale parade te organiseren in Brussel. Om ook echt de breedte van die beweging in beeld te brengen, van heel dat middenveld in beeld te brengen. En te tonen dat er echt wel een breed verzet is tegen de besparingspolitiek van de Vlaamse, maar nu ook de federale regering. En er is langs Franstalige kant een gelijkaardig platform in oprichting, dus we hopen eigenlijk ook wel toe te groeien naar één grote nationale beweging, want dat lijkt ons ook wel belangrijk in het verzet tegen de federale regering. Voilà, ik denk dat dat